Vous écoutez La conspiration du silence, épisode 8, Révélation, deuxième partie. Les résultats de l'enquête de Stéphane Minca apparaissent lors de l'émission à laquelle Pierre Monnoir est invité. Je suis sur le plateau de Perdu de vue, j'apprends qu'il y a plus que le nombre que j'ai apporté. Donc là, je me dis, il y a une grosse affaire derrière tout ça, quoi. Soit un gros réseau. Je suis toujours dans le réseau de prostitution, un peu en premier plan. Je pense pas trop assassinat pour l'instant, meurtre, etc. C'est la première fois qu'on avait les photos des jeunes filles. Gérard Delorme, rédacteur en chef à Lyon Républicaine. On n'avait jamais eu l'identité de ces personnes. C'était un moment de bascule, quand même. La presse va finir enfin par s'intéresser un peu au truc. Certains pour nous dézinguer. Il y avait une telle omerta sur ce département, mais vraiment, c'était plombant. J'étais souvent dans Roussert, ça m'arrivait. Alors il y avait des regards. Alors des regards de gens, c'est bien, ou qui passaient à côté de moi comme ça, sans me regarder, qui disaient « C'est bien ce que vous faites, monsieur, c'est bien ce que vous faites ». Puis de l'autre côté, il y avait des regards de haine. Hein. Alors ça, on savait de quel camp ils étaient, hein. C'était pas compliqué, mais voilà. Pendant la deuxième émission, Pierre Monnoir annonce être à la recherche d'avocats pour défendre les victimes et leurs familles. Je rentre dans le dossier par ma sœur, en fait, qui va voir l'émission de Perdu de vue et qui va m'appeler. Elle sait que je travaille pour un cabinet d'avocats et elle sait que c'est un cabinet qui est pénaliste. Corinne Herman, avocate spécialiste des cold cases. Comme je sais que mon patron, Pierre Gonzalez de Gaspard, aime bien les médias, je me dis, et puis qu'il connaît cette émission, je me dis, j'appelle. C'est comme ça qu'on va être sur la liste et que Pierre Monnoir va venir nous voir et nous rencontrer. En plus de Corinne Herman, un autre avocat, Maître Gonzalez de Gaspard, participe à l'enquête et intervient dans le 3e épisode de l'émission. J'accroche pas du tout avec Pierre Gonzalez de Gaspard, mais alors pas du tout. Je m'étais un petit peu renseigné, je savais que c'était un vieil avocat aux méthodes anciennes, gestuelles, etc. Mais par contre, j'accroche tout de suite, alors vraiment tout de suite, avec Corinne Herman. Pierre Monnoir, on voit sa détermination. Jeannette Beaufumé, qui était la présidente de l'association, lui, il était vice-président. C'est pareil, ils sont déterminés. Ils nous expliquent le handicap, ils nous expliquent leur histoire, ils nous expliquent pourquoi c'est scandaleux ces jeunes femmes qui ont disparu, parce qu'au départ, on ne comprend pas forcément. Pierre Monnoir, c'est quelqu'un qui est structuré, qui est charismatique. Pierre, c'est quelqu'un, vous avez envie de le suivre. Vous ne pouvez pas faire autrement que le suivre. On savait bien qu'on n'allait pas les retrouver. Pas idiot. Mais il fallait faire les naïfs un peu, hein, voilà. Il faut jouer le jeu pour que cette émission se pérennise, enfin qu'on revienne, etc., en disant « mais on va les retrouver ». Et on va avoir ce nouveau frère qui va se manifester, qui vient rejoindre les familles et qui vient témoigner de sa sœur. C'est d'une émotion absolue. Le frère de la disparue révèle avoir été placé, avec sa sœur, dans une famille d'accueil dont le père d'accueil était conducteur de bus pour une société de transport pour enfants. C'est à l'occasion d'un trajet avec cet homme dans une ville avoisinante que sa sœur a disparu. Elles ont tout un truc, les familles, à dire sur Émile Louis. À chaque fois, on croise la route d'Émile Louis, quoi qu'il arrive. Après les 3 premières émissions, en tous les cas, la justice ne fait rien. La justice ne bouge pas. On s'est fait jeter du palais par Jacques Casals, le procureur, qui disait, de toute façon, même si Émile Louis, même si le chauffeur de car venait dire « c'est moi qui étais, il y a prescription, je le relâche ». On entend le procureur dire que ça relève de l'archéologie judiciaire et que c'est prescrit. Il y a un dossier d'enquête, et donc moi je veux le dossier d'enquête Jambert. Donc le premier acte qu'on va effectuer avec Pierre Gonzalez de Gaspard, c'est demander la copie du dossier. Et on va avoir un courrier du parquet très étonnant qui nous dit, ça c'est un des courriers les plus étonnants même de ma carrière, qui nous dit « Il n'y a pas de dossier des disparus de Lyon, mais le dossier a été classé en 84 ». Alors où il n'y a pas de dossier, où il y a un dossier.
Mais comment il peut nous répondre ça? L'étape suivante, il n'y en a qu'une. C'est déposer une plainte avec constitution de partie civile pour enlèvement et séquestration. On va choisir cette infraction-là parce que c'est une infraction qui n'est pas prescriptible. On prend rendez-vous le 3 juillet 96 pour déposer ces plaintes avec les familles. Il va falloir qu'on commence à alerter un peu les médias, à faire monter la sauce. Je pense que le grand public avait pris la dimension de l'affaire, à travers l'émission sans doute, parce qu'il s'est passé des choses quand même, et aussi cet affichage de photos devant le tribunal, devant le pont Paul-Bert à Auxerre. Là, il y a eu une mise en scène qui a permis de prendre conscience de la gravité de la situation. Les avocats, accompagnés de la famille des victimes, se rendent au tribunal pour officiellement porter plainte. Et là, je vois un Christian Jambert étonné de nous voir là, quoi, parce que lui, c'était l'institution, gendarmerie, et lui, il avait fait le travail, il avait fait un PV, il avait tout dénoncé, on va dire, voilà. Et puis, des clampins comme nous, simples citoyens, on arrive et on arrive à fédérer les familles, etc. Et on arrive, voilà. Christian Jambert est venu me parler. Et il m'a dit des mots gentils en nous disant qu'on était sur la bonne piste et qu'il ne fallait pas lâcher. Je voyais qu'il était dans l'émotion parce que ces familles qui étaient réunies, finalement, ça représentait quelque chose pour lui. Et on va devant le bureau du juge. Et là, on nous dit que le juge n'est pas là. C'est quelque chose qui restera marqué toute ma vie parce que j'ai pris rendez-vous. Je me dis même, je vais me faire disputer parce que j'ai pris rendez-vous, on va pas me croire, j'avais pris rendez-vous. Le juge n'est pas là. Et puis après, on nous dit, il est en vacances. Bon, je dis non, parce qu'on l'a appelé et on avait rendez-vous. Finalement, on va l'appeler, il va venir. Et il arrive 1 heure après. Moi, je pense qu'il était au tribunal. Mais quand il a compris de quoi il s'agissait, peut-être qu'il n'avait pas bien envie de nous rencontrer. On dit, nous, c'est pas grave, on bouge pas du tribunal, vous nous mettrez pas dehors. Ces plaintes, on les déposera aujourd'hui et il n'est pas question qu'on attende des heures et tout. Tout d'un coup, la greffière nous fait rentrer avec Pierre Gonzalez de Gaspard. Et la greffière nous dit, le juge est d'accord pour recevoir vos plaintes, mais les familles sortent du tribunal, les médias sortent du tribunal, tout le monde sort du tribunal. Les familles, elles étaient absolument révoltées. Et en fait, c'était juste la continuité du traitement des disparitions de leurs sœurs. La plupart étaient eux-mêmes pupilles de la DAS, eux-mêmes placés dans des maisons, dans des familles d'accueil. Donc c'était encore un rejet de ce qu'ils étaient, qui avaient construit leur vie entre-temps. Et donc ça les a rendus encore plus motivés. Ils étaient d'autant plus motivés qu'on refusait de les recevoir et qu'on refusait de leur laisser déposer leurs plaintes eux-mêmes pour leurs sœurs. Tout ça s'est fait sous les yeux des médias nationaux et c'est certainement ce qui a sauvé le dossier. On s'intéresse à l'enquête conduite par Christian Jambert. En fait, Christian avait été très 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 longtemps réticent. Il considérait qu'un gendarme était tenu à un devoir de réserve et donc il ne souhaite pas s'exprimer. C'était un peu long de lui dire « mais t'es retraité, c'est fini, on parle d'un truc sur lequel il n'y a aucune instruction judiciaire. Il n'y a rien, il n'y a pas une trace judiciaire. On est là, on est nulle part. Donc au contraire, il faut que tu y ailles, il faut que tu nous aides, quoi. » L'enquête menée par l'émission avance. Le témoignage de Jambert est accablant. Tout semble désigner Émile Louis. De septembre 1995 à septembre 1996, les journalistes de Perdu de vue retrouvent les familles des 7 jeunes filles disparues. Avec Jacques Pradel qui mène l'émission, on se dit bon bah voilà, maintenant les familles on les a, nous on peut pas faire grand chose. Donc Pierre Maunoir, on dit à Pierre, écoute maintenant tu les gères quoi. T'as ton association, elle a dit tu gères les familles des victimes. Nous on est au max là. Je me suis retrouvé tout seul à gérer les familles. Avec Madame Beaufumé, mais tout seul. Donc les Marlots, etc. Enfin voilà, et à les gérer psychologiquement aussi, parce que on a fait comme on a pu. En novembre 1996, au tribunal d'Auxerre, les familles des victimes sont entendues par le juge Lewandowski. Elles doivent justifier leur plainte.
Le problème, c'est que le juge, il fait rien. Il instruit pas, il avance pas, il se passe rien. Alors, on s'énerve, l'association s'énerve, les familles s'énervent, et on va décider de lui envoyer un huissier de justice au doyen des juges d'instruction, lui demandant de prendre une décision. Soit il instruit le dossier, soit il ferme le dossier. Et tout de suite, le juge va rendre une décision, que je n'ai vue qu'une ou deux fois dans ma carrière par la suite, de non informer. C'est-à-dire que le juge dit « Je refuse de suivre ce dossier, je refuse de faire mon travail de juge d'instruction ». Et cette ordonnance nous permet de faire appel. La Chambre de l'instruction de Paris va dire le dossier n'est pas prescrit, ce sont des disparitions, donc ça ne peut pas être prescrit, et ordonne au juge d'instruire le dossier. Et c'est là que ça va démarrer. L'affaire des disparus de Lyon semble avoir révélé tous ses secrets. Mais en est-on si sûr ? La conspiration du silence, deuxième partie, sera disponible en décembre 2024. Vous venez d'écouter La conspiration du silence. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La conspiration du silence est un podcast coproduit par Initial Studio et Amda Productions, adapté de la série documentaire éponyme, coproduite par Amda Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Vincent Hérissé et Thierry Fournet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Cypriane Ligère. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix d'Alix Martineau.